Virna Lisi a été un jour appelée la Madone du cinéma italien, une femme dont le visage portait à la fois la pureté et le feu, et dont le talent semblait sans limite. Elle a commencé son parcours à l'adolescence, découverte presque par hasard, et a conquis Rome, Paris et même Hollywood. Pourtant, derrière les récompenses, les contrats et le glamour se cachait une histoire de résistance, de refus et du poids constant d'être transformée en ce qu'elle n'avait jamais voulu être. Elle était admirée comme l'actrice qui avait quitté Hollywood au sommet de sa gloire, pour ensuite revenir chez elle et prouver au monde qu'elle était bien plus qu'une belle blonde. Sa vie s'est éteinte paisiblement à 78 ans, après un ultime retour à l'écran, clôturant une carrière qui s'étendait sur 6 décennies. D'Ancône à Rome, la naissance de Virna Lisi. Virna Lisi est née Virna Piera Lisi le 8 novembre 1936 à Ancône, une ville côtière du centre de l'Italie. Son prénom lui-même portait une histoire particulière. Ses parents avaient voulu l'appeler Syria, mais sous l'Italie fasciste, la Syrie était considérée comme un État ennemi, et l'officier d'État civil refusa. Dans une décision soudaine, son père inventa le prénom Virna, découvrant plus tard qu'il s'agissait en réalité d'un vrai prénom. Virna grandit avec 2 cadets, Ubaldo et Esperia. Son père, Dario, travaillait comme marchand de marbre, et lorsque la famille s'installa plus tard à Rome, ce fut le début d'un nouveau chapitre de sa vie. C'est à Rome que le destin intervint. Un ami de la famille, le chanteur et acteur Giacomo Rondinella, remarqua la jeune fille saisissante et la présenta au producteur de films Antonio Ferrigno. À seulement 17 ans, Virna signa son premier contrat de cinéma, malgré l'hésitation de son père. Elle fit ses débuts à l'écran en 1953 dans E Napoli Canta, une petite comédie musicale, et commença à apparaître dans une vague de films mélodramatiques, connus sous le nom de Melodrama Strappalacrime. Ces drames larmoyants étaient immensément populaires auprès du public, même si les critiques les méprisaient. Sa carrière naissante ne se limita pas à l'écran. Grâce à son élégance et à sa prestance, Virna posa également comme mannequin pour le créateur Vincenzo Ferdinandi, montrant une polyvalence qui la distinguait de nombreuses jeunes actrices de sa génération. Vers le milieu des années 1950, elle jouait déjà les premiers rôles dans des comédies comme Les 18 ans de Mario Mattoli et Il Célibe, la même année par Antonio Pietrangeli, où elle donnait la réplique au légendaire Alberto Sordi. Son registre fut encore élargi avec La Donna del Giorno en 1956 de Francesco Maselli, dans lequel elle incarnait une jeune femme qui atteint la célébrité grâce à la publicité, mais qui en paie le prix du succès superficiel. La reconnaissance publique de sa beauté explosa bientôt grâce à une publicité pour un dentifrice diffusée dans l'émission télévisée très appréciée des Italiens, Carosello. Le slogan « Con quella bocca può dire ciò che vuol » rendit son visage instantanément familier dans tout le pays. En 1957, elle interpréta Elisabeth Bennet dans une adaptation italienne de Orgueil et préjugés, produite par la RAI et intitulée Orgoglio e Pregiudizio. 2 ans plus tard, elle incarna la comtesse Virginia Olduini di Castiglione dans Ottocento, s'imposant davantage comme une actrice polyvalente, tant à la télévision qu'au cinéma. Entre Rome et Paris, mariage, succès en France et route vers Hollywood. Le 25 avril 1960, Virna Lisi épousa l'architecte romain Franco Pesci à l'église San Cesareo, sur la Via Appia à Rome. Pesci n'était pas seulement architecte, mais aussi membre du conseil d'administration de l'AS Roma, l'un des clubs de football les plus célèbres d'Italie. Leur fils, Corrado, naquit en juillet 1962, et des décennies plus tard, il fit de Virna une grand-mère de 3 garçons. Franco en 1996, Federico en 1997, 1997 et Riccardo en 2002. Après son mariage, Lisi annonça brièvement sa retraite, déclarant vouloir se consacrer à sa famille.
Pourtant, dès l'année suivante, encouragée par son mari, elle revint à l'écran, en commençant par des feuilletons populaires de la RAI, tels que Il caso Mauritius, Cenerentola et Una tragedia americana. Son retour fut rapide et couronné de succès. Bientôt, elle participa de nouveau à des comédies italiennes qui attiraient un large public. Elle joua dans Sua Eccellenza, Si fermo a mangiare de Mario Mattoli aux côtés de Totò, Ugo Tognazzi et Raimondo Vianello. Elle apparut ensuite dans Un militare e mezzo de Steno avec Aldo Fabrizi, Renato Rachel et un très jeune Terence Hill, encore crédité sous son vrai nom, Mario Girotti. Une autre production notable fut Il giorno più corto, La journée la plus courte, de Sergio Corbucci, qui rassemblait une distribution exceptionnelle de 88 acteurs, dont Anouk Aimé, Annie Girardot et même Jean-Paul Belmondo, dans une brève apparition. Parallèlement, Lisi s'investit davantage au théâtre sous la direction de metteurs en scène tels que Giorgio Strehler et Luigi Squarzina, prouvant que son talent ne se limitait pas aux rôles à l'écran. Mais son ambition la mena aussi au-delà de l'Italie. Le début des années 1960 l'introduisit dans le cinéma français, où elle gagna rapidement le respect du public et des critiques. En 1962, elle donna la réplique à Jeanne Moreau dans Eva, réalisée par Joseph Losey, tournée à Rome et à Venise, et inspirée du roman de James Hadley Chase. La même année, elle travailla avec Christian Jacques dans Les Bonnes Causes, aux côtés de Bourvil et Marina Vladi, tournée au studio de Billancourt. Le grand tournant survint peut-être avec La Tulipe Noire en 1964, où elle partagea l'affiche avec Alain Delon. Tourné à Paris, au studio de la Victorine et en Espagne, ce film de cap et d'épée assura sa popularité en France. À la même époque, elle apparut dans le film d'espionnage Copland Prend des risques de Maurice Labro, encore en France. Ses rôles élargirent sa réputation, montrant qu'elle pouvait s'adapter facilement aux productions internationales. Durant cette période, Hollywood frappa aussi à sa porte. Lizzie fut invitée à auditionner pour le rôle de James Bond Girl dans Bon baiser de Russie aux côtés de Sean Connery, mais elle déclina, une décision qu'elle avoua plus tard regretter. Elle refusa également le Barbarella de Roger Vadim quelques années plus tard, peu disposée à être enfermée dans un rôle de bikini moulant. Vers le milieu des années 1960, remarquée par des producteurs américains lors de ses tournages en Europe, elle signa en 1965 un contrat exclusif de 7 ans avec Paramount Pictures et s'installa à Los Angeles avec son mari et son jeune fils. Ses débuts hollywoodiens eurent lieu dans Comment tuer votre femme, réalisé par Richard Quine aux côtés de Jack Lemmon. Le film fut un succès commercial et attira l'attention du public américain. Pour Paramount, elle semblait être la candidate idéale pour devenir la nouvelle Marilyn Monroe. Une beauté blonde, platine, au raffinement européen. Pourtant, pour Virna Lisi, c'était une arme à double tranchant. Hollywood voulait la cantonner au rôle de blonde sexy, mais elle tenait à être prise au sérieux en tant qu'actrice. Cette tension allait bientôt façonner le prochain chapitre de sa carrière, oscillant entre opportunité et désillusion. Succès européen, reconnaissance critique et réinvention de Virna Lisi. De retour en Europe à la fin des années 1960, Virna Lisi était déterminée à reprendre en main sa carrière, marquée jusque-là par les stéréotypes qui l'avaient suivie à Hollywood. Bien qu'elle ait réduit son activité un temps pour se consacrer à sa famille, elle commença bientôt à accepter des rôles plus riches, plus complexes, et souvent bien plus audacieux que tout ce qu'on lui avait proposé en Amérique. En 1969, elle apparut dans The Secret of Santa Vittoria, réalisé par Stanley Kramer, aux côtés d'Anthony Quinn et d'Anna Magnani. Le film fut un succès au box-office, prouvant qu'elle pouvait briller dans des distributions prestigieuses avec certains des acteurs les plus respectés au monde. La même année, elle joua dans L'Albero di Natale de Terence Young, avec William Holden et Bourvil, un drame poignant qui renforça encore sa réputation internationale. Au début des années 1970, elle travailla de nouveau avec Henri Verneuil dans Le Serpent, partageant l'affiche avec Yul Brynner,
Henri Fonda et Michel Bouquet. Malgré ses succès, Lizzie ralentit volontairement le rythme au milieu des années 1970, donnant la priorité à son mari Franco et à leur fils Corrado. Mais lorsqu'elle revint avec plus de force à la fin de la décennie, elle surprit tout le monde. En 1977, elle accepta un rôle dans Al di là del bene e del mal de Liliana Cavani, incarnant Elisabeth Nietzsche, la sœur du philosophe Friedrich Nietzsche. Pour ce rôle, Lizzie accepta d'apparaître vieillie et même peu séduisante, rompant avec le glamour associé à sa carrière passée. Sa performance stupéfia les critiques, qui la saluèrent comme une révélation après plus de 20 ans de cinéma. Pour ce rôle, elle reçut le Nastro d'Argento de la meilleure actrice dans un second rôle et la Grolla d'Oro de la meilleure actrice. La fin des années 1970 et le début des années 1980 virent Lizzie continuer à embrasser des rôles exigeants. En 1979, elle joua la mère du protagoniste dans Ernesto de Salvatore Samperi, tandis que dans Bougie Bianche, elle retrouvait Max von Sydow. En 1980, elle interpréta Wilma Malin-Verni, une chanteuse de cabaret sur le déclin, dans La Cicala d'Alberto Lattuada. Le rôle lui imposa de prendre du poids, chose presque impensable pour une actrice glamour de sa génération. Pour cette performance courageuse, elle remporta le David di Donatello de la meilleure actrice ainsi qu'une autre Grolla d'Oro. Sa réinvention était complète. Les critiques, qui l'avaient autrefois réduite à une belle blonde, la reconnaissaient désormais comme une interprète puissante. Elle n'avait pas peur de renoncer à la vanité, d'incarner des personnages imparfaits, vulnérables et douloureusement humains. Le public l'admirait encore davantage pour cette transformation. En 1983, elle rejoignit la distribution de Sapore di Mare de Carlo Vanzina, où elle interprétait Adriana Balestra, une femme séduisante dont le charme compliquait la vie des jeunes personnages. Ce rôle lui valut à la fois le David di Donatello et le Nastro d'Argento de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle enchaîna avec Amarcy un pot en 1984, prouvant une fois de plus sa polyvalence. À la fin des années 1980, elle partageait toujours son temps entre le cinéma et la télévision, mais chaque performance gagnait en intensité. En 1987, elle apparut dans le film américain I Love NY avec Christopher Plummer, marquant son dernier projet aux États-Unis. 2 ans plus tard, en 1989, elle offrit une performance émouvante dans le rôle de la mère du physicien Ettore Majorana dans I ragazzi di Via Panisperna de Gianni Amelio. La même année, elle joua dans Buon Natal. Buon anno de Luigi Comencini aux côtés de Michel Serrault. Pour ce rôle, elle remporta un autre Nastro d'Argento de la meilleure actrice. Le triomphe de la reine Margot et les dernières décennies. Au début des années 1990, Virna Lisi était déjà une vétérane de près de 40 ans de cinéma et de télévision. Elle avait joué dans près de 80 films, participé à d'innombrables productions télévisées et conquis des critiques qui l'avaient autrefois sous-estimée. Pourtant, la reconnaissance la plus prestigieuse de sa carrière restait à venir. En 1991, elle revint à la télévision internationale avec Les Mystères de la Jungle Noire, réalisé par Kevin Connor, aux côtés de Kabir Bedi et Stacy Keach. 2 ans plus tard, elle apparut dans la série italienne Passioni, prouvant qu'elle restait demandée dans divers formats. Mais c'est en 1994 qu'elle réalisa la performance de sa vie. Le réalisateur Patrice Chéreau l'a choisie pour incarner Catherine de Médicis dans La Reine Margot, adaptée du roman d'Alexandre Dumas. Le choix ne fut pas évident. Giulietta Massina avait d'abord été envisagée et Monica Vitti avait refusé le rôle. Chéreau lui-même doutait que Lizzie soit adaptée, mais elle releva le défi. Ce qui en ressortit fut l'un des portraits les plus glaçants de pouvoir et de cruauté dans le cinéma français moderne. La Catherine de Lizzie était manipulatrice, calculatrice et impitoyable, mais elle insuffla au personnage une profondeur qui allait bien au-delà de la caricature.
Le film fut présenté au Festival de Cannes en 1994 et devint un événement. Il remporta le prix du jury et Virna Lisi elle-même fut récompensée comme meilleure actrice. Une distinction qui surprit même ceux qui pensaient connaître ses capacités. Pour cette même performance, elle reçut le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1995, devenant la première actrice étrangère à remporter ce prix. Elle obtint également le Nastro d'Argento de la meilleure actrice dans un second rôle et une nomination au David di Donatello. À près de 60 ans, elle atteignait le sommet de sa carrière. Son succès en France se poursuivit brièvement avec un caméo dans son propre rôle dans Les 101 nuits d'Agnès Varda, aux côtés de Michel Piccoli et Marcello Mastroianni. En 1996, elle joua dans Va dove ti porta il cuore de Cristina Comencini, basé sur le best-seller de Susanna Tamaro. Incarnant une femme âgée réfléchissant à sa vie, Lisi livra une autre performance acclamée. Elle remporta le Nastro d'Argento de la meilleure actrice et un Globo d'Oro, tout en étant nommée au David di Donatello. Tout au long de la fin des années 1990 et des années 2000, Lisi devint une figure incontournable de la télévision italienne, apparaissant dans des séries et téléfilms appréciés tels que Uno di Noi, Il deserto di fuoco, Le ali della vita, Piccolo mondo antico et Il bello delle donne. Elle poursuivit sur cette lancée avec des projets ultérieurs comme A casa di Anna, Caterina et le Suffiglie, et l'honneur et il rispetto. Sa présence fut si constante qu'une nouvelle génération l'a connue surtout grâce à la télévision, tandis que le public plus âgé se souvenait encore de la jeune actrice glamour des années 1960. Lisi n'abandonna jamais complètement le cinéma. En 2002, elle retrouva Cristina Comencini pour Il più bel giorno della mia vita, aux côtés de Margherita Bai, Luigi Locascio et Ricky Tognazzi. Le film lui valut un autre Nastro d'Argento, son 6e, confirmant son statut d'une des actrices les plus récompensées du cinéma italien. À la fin des années 2000, les récompenses commencèrent à saluer non plus seulement ses rôles individuels, mais l'ensemble de sa carrière. En 2009, elle reçut le David di Donatello pour l'ensemble de sa carrière, une reconnaissance de l'ampleur et de la longévité de sa contribution au cinéma italien. Même si ses apparitions se firent plus rares, son prestige ne cessa de croître. Elle demeurait un symbole de dignité et d'intégrité artistique, une actrice qui avait résisté à l'engloutissement par Hollywood et avait au contraire construit son propre héritage en Europe. Dernières années, mort et héritage. Dans la dernière décennie de sa vie, Virna Lisi resta active, bien qu'elle choisît ses projets avec soin. Elle apparut dans des drames télévisés tels que La donna che ritorna, Baciamo le mani, Palermo, New York, 1958 et Madre, Aiutami. Même à la fin de sa soixantaine, elle continua à accepter des rôles exigeant une profondeur émotionnelle plutôt que du glamour, incarnant des femmes marquées par la résilience, la douleur et la force. Derrière l'écran, cependant, sa vie personnelle changea brutalement. En septembre 2013, son mari Franco Pesci, avec qui elle avait partagé 53 ans de mariage, décéda. Leur union avait été l'une des constantes de sa vie, une ancre de stabilité face aux turbulences de la célébrité et aux exigences du cinéma international. Sa mort la laissa anéantie, bien qu'elle restât entourée de son fils Corrado et de ses 3 petits-fils. Quelques mois plus tard, en mai 2014, Lisi revint sur un plateau de cinéma après plus de 10 ans d'absence. Cristina Comencini, la réalisatrice qui l'avait dirigée dans Va dove ti porta il cuore et Il più bel giorno della mia vita, lui offrit un rôle dans Latin Lover. C'était une comédie italienne légère sur la famille et la mémoire, et Lisi accepta. Le tournage fut terminé, mais elle n'en vit jamais la sortie. Le film parut en mars 2015, 3 mois après sa mort,
et lui fut dédiée. Pour sa performance, elle reçut des nominations posthumes au David di Donatello et au Globo d'Oro. Sa disparition fut soudaine et vivement ressentie. Le 18 décembre 2014, Virna Lisi mourut dans son sommeil à l'âge de 78 ans, un mois seulement après avoir découvert qu'elle souffrait d'un cancer du poumon. La nouvelle bouleversa l'Italie et la communauté cinématographique internationale. Le maire de Rome proposa à sa famille une chambre funéraire publique au Capitole, mais son fils Corrado refusa, respectant la préférence de discrétion qui avait toujours caractérisé sa mère. Ces funérailles eurent lieu le 20 décembre à l'église San Roberto Bellarmino, dans le quartier Parioli de Rome où elle vivait. Elle fut inhumée au cimetière Prima Porta, aux côtés de son mari. Les hommages affluèrent. Journalistes et critiques la rappelèrent comme une actrice qui n'avait pas seulement été belle, mais aussi farouchement déterminée à ne pas se laisser enfermer dans les stéréotypes hollywoodiens. Ses collègues louèrent son courage d'avoir refusé des rôles qui auraient pu la rendre mondialement célèbre, mais l'auraient réduite à une caricature. Ses admirateurs soulignèrent sa transformation d'ingénue glamour en une actrice d'une profonde gravité. Son héritage se poursuivit après sa mort. La Fondazione Virna Lisi fut créée en son honneur, instituant le prix Virna Lisi, décerné aux actrices italiennes qui se sont également distinguées à l'international. En 2017, sa ville natale d'Ancône donna son nom à un belvédère situé sous le monument du Passetto. En 2019, un documentaire de la RAI, Virna Lisi, Oltre la bellezza, fut diffusé dans le cadre de la série Illuminate. 3 ans plus tard, en 2022, un autre documentaire parut sur Sky Arte, Virna Lisi, la Donace Rinuncio ad Hollywood, réalisée par Fabrizio Corallo. Ces hommages mirent en lumière la façon dont elle devint un symbole non seulement de beauté, mais aussi d'intégrité, une actrice qui connaissait sa valeur et refusait de la compromettre. L'histoire de Virna Lisi est à la fois inspirante et tragique, un parcours de l'ingénue à l'icône, marqué par des choix qui défièrent Hollywood et une carrière qui prouva sa profondeur en tant qu'actrice. Elle laissa derrière elle un héritage de près de 80 films, d'innombrables rôles télévisés et le souvenir d'une femme qui refusa d'être autre chose qu'authentique. Selon vous, quel fut le rôle le plus inoubliable de Virna Lisi, ses débuts glamour dans Comment tuer votre femme ou son interprétation saisissante de Catherine de Médicis dans La Reine Margot? Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires cachées du cinéma.